Parlons maintenant du dossier de Julian Assange. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, australien, 49 ans, qui a créé au milieu des années 2000 une plateforme pour les lanceurs d'alerte et la diffusion de documents sensibles. Ça a sérieusement mis dans l'embarras les États-Unis, notamment quand on a révélé de troublantes choses sur le comportement des troupes américaines pendant la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan. C'était il y a plus de 10 ans. Euh, Julian Assange qui encourait le risque d'être extradé vers les États-Unis alors qu'il était en détention au Royaume-Uni. Et bien là, ce matin, la décision est tombée. La justice britannique a rejeté aujourd'hui la demande d'extradition du fondateur de Wikileaks vers les États-Unis, qui évidemment voulait l'emprisonner dans des conditions assez difficiles, merci aux États-Unis. Lui qui est perçu par une partie du peuple américain, bien sûr, comme un ennemi. On en parle ce matin de cette décision avec Frédéric Bérard, qui est docteur en droit constitutionnel. Bonjour, Monsieur Bérard. Bonjour. Alors, dites-nous tout d'abord, quelle est peut-être l'ampleur de ce revers pour les États-Unis? À quel point cette décision de la justice britannique de refuser de remettre Julian Assange aux autorités américaines, c'est une grosse défaite pour les États-Unis? Ben, c'est difficile à dire. Hein. Je ne sais pas si, premièrement, c'est pas une défaite qui est finale, ça c'est officiel, puisque il peut y avoir d'autres recours à partir de maintenant. Et là, je vois plusieurs de mes amis sur les réseaux sociaux qui se félicitent de la victoire de Assange au nom de la liberté d'expression, mais malheureusement, je vais faire le trouble fête et je vais être obligé de casser le party en leur disant que si on lit la décision attentivement, il n'y a aucun des motifs qui a été invoqué par l'équipe de Assange qui a été retenu en matière de liberté d'expression. En d'autres termes, la justice britannique a dit, ben moi, ce qu'il a fait peut ressembler très clairement à de l'espionnage. Comment je dirais, je ne vais pas refuser l'extradition sur cette base-ci. Par contre, la seule façon par laquelle en fait Assange a pu remporter sa mise, c'est sur la question de sa santé mentale. On a dit, ben si on l'extrade vers les États-Unis, où son emprisonnement se fera dans des conditions beaucoup plus difficiles, beaucoup plus pénibles, on peut craindre sérieusement pour sa vie. On dit même, en fait, la juge dit que ce serait un peu comme l'enterrer vivant. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que pour le cas d'espèce de Assange par rapport à lui, tant mieux. Et tant pis pour les États-Unis, mais pour ce qui est de la liberté d'expression, parce que c'est ça qui est en cause ici, notamment la liberté de presse, là, plus précisément, eh bien là, on a raté le coche très clairement parce que la justice britannique ne considère pas que ces arguments-là sont suffisants pour empêcher une extradition. Justement, prenons peut-être ça en deux morceaux différents. Là. Parlons de la situation de Julian Assange lui-même. S'il avait été extradé, bon, lui, il encourait une peine de 175 ans de prison et les conditions auxquelles il aurait été soumis, vous l'avez dit, étaient assez, en tout cas, on prévoyait qu'elles auraient été assez horribles. On parlait d'un isolement 23 heures sur 24 dans une cellule à peu près grosse comme un espace de stationnement et ça jusqu'à ce que mort s'en suive, là, dans son cas, vraisemblablement. Euh, Dites-moi, quelle est peut-être la suite des choses pour lui au Royaume-Uni? Là? On dit qu'il y aura une audience plus tard aujourd'hui pour savoir s'il peut être libéré au Royaume-Uni. Quelle est peut-être la suite des choses? Ben, en fait, c'est ça qu'il faudra voir. Là. Probablement que les États-Unis, en fait, ont déjà annoncé qu'ils pourraient porter l'affaire en appel. Alors là, il faut voir à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer. C'est un test, évidemment, pour Joe Biden, hein, parce qu'on sait qu'Obama avait abandonné les poursuites contre Assange en disant si on fait le procès d'Assange, on fait aussi le procès des médias qui ont collaboré avec Assange. Parce que Wikileaks, c'est une chose, mais il y a des médias très, très sérieux et crédibles, comme par exemple Le Monde, Le New qui York Times reprenaient les aussi. informations qui avaient été fournies par Wikileaks et donc par Assange. Donc, le test sera de savoir est-ce que Biden reprendra un peu le flambeau, si je peux dire, d'Obama ou décidera plutôt d'aller dans la lignée de Trump qui avait réinstauré ces procédures-là. Donc, il faudra voir s'il décide de faire appel très précisément de cette décision-là. Est-ce qu'il peut se tourner aussi vers d'autres tribunaux, peut-être à l'international? Ça, c'est pas impossible non plus. Je vous dirais que tout ceci est assez embryonnaire là, à cette étape. Bon, vous avez dit pour ce qui est de la liberté de presse en tant que telle, là, la décision
elle est loin d'être réjouissante, puis il faut bien séparer la situation de M. Assange lui-même et le cas de la liberté de presse. Wikileaks, là, peut-être pour les gens qui seraient moins familiers, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une plateforme là, sur laquelle il y avait des centaines de milliers de documents qui ont été déposés au fil du temps, des documents parfois très, très compromettants, que ce soit sur la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la course à l'investiture démocrate en 2016. Il y a un paquet de choses qui ont été révélées par rapport à Wikileaks. Est-ce que vous croyez que la décision d'aujourd'hui et l'absence peut-être de considération pour les motifs qui ont été soulevés par l'équipe de Julian Assange sont au final une mauvaise nouvelle pour des médias qui penseraient éventuellement utiliser de tels documents pour produire des reportages d'enquête, par exemple? Ben, je suis d'accord avec vous. Hein. Comme j'essayais de l'expliquer, la décision d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ces motifs-là. En fait, au contraire, les motifs en question sont rejetés. Donc, c'est un peu comme si on disait, vous ne pouvez pas vous réfugier derrière la liberté d'expression et la liberté de presse pour faire ce que Julien Assange a fait. C'est problématique pour Wikileaks, mais c'est aussi problématique pour tous les médias qui tournent autour en fait de ces informations-là, en un sens. Et moi, je vous dirais que ça peut même aller très, très loin. Dans ce que vous avez dit, vous avez parlé notamment de l'Irak, de l'Afghanistan, vous avez tout à fait raison, mais il y a aussi Guantanamo. Hein? Mhm. Wikileaks a sorti un paquet d'informations absolument comment je dirais, qui était parfaitement inconnu là, du grand public. Et moi, je suis en train d'écrire un livre, je le complète en fait bientôt, idéalement, sur l'affaire d'Omar Kader. Ben, moi, je me réfère beaucoup à certaines des informations révélées par Wikileaks. Et donc, est-ce à dire que je suis moi-même un peu complice, en quelque sorte, d'opérations d'espionnage? Ben, si on étire l'élastique, en quelque sorte, oui. Et c'est un peu ce qu'Obama avait dit lorsqu'il avait retiré les accusations contre Assange. Donc, je ne crois pas que ce soit une bonne journée pour la liberté d'expression, pour la liberté de presse. Je ne crois pas que ce soit très réjouissant. Je suis content pour Assange comme individu, évidemment, mais pour le reste, le message envoyé est plutôt, je dirais, très, très sombre à cet état-ci. Dans quelle mesure c'était prévisible, Monsieur Bérard? Parce que, bon, les États-Unis sont des alliés du Royaume-Uni, notamment dans cette alliance qu'on appelle le Five Eyes, là, sur les services de renseignement. Ce sont des pays qui partagent des informations. Dans quelle mesure c'était prévisible que le Royaume-Uni rejette ces arguments-là concernant la liberté de presse? Parce qu'un jour, le Royaume-Uni pourrait peut-être faire face à une menace semblable à celle que les États-Unis ont eu à expérimenter dans les dernières années avec Wikileaks. Vous avez là une excellente question. Hein. Faut pas confondre, comment je dirais, quand on parle du Royaume-Uni, ici on parle simplement, ce qui est beaucoup, là, cela dit, là, d'une cour de justice, donc c'est pas nécessairement une décision qui est politique, évidemment. Il pourrait y avoir une contrepartie à ça, vous l'avez dit, vous avez amplement raison. Est-ce que c'est une manière pour la justice britannique, qui est impartiale de toute manière, mais de dire ben attention, si jamais on se fait le coup un jour, ben nous aussi, il y aura certains arguments de notre côté. Ça, c'est évidemment qu'on peut penser que ça a été pris en considération par la juge. Et j'ajouterais ceci dans un traité, il existe un traité entre les États-Unis et le Royaume-Uni où on dit qu'il ne peut pas y avoir d'extradition pour des considérations d'opinion politique. Et c'est ce que plaidait justement l'équipe d'avocats de Julien Assange en disant Assange a exercé sa liberté d'expression, sa liberté de presse. Il y a des considérations politiques là-dedans, ce qui me semble assez indéniable. Or, la juge a quand même refusé ceci. Alors, à ce moment-là, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça va prendre pour que la liberté d'expression et de presse puisse s'appliquer dans un cas semblable. Moi, ce que je comprends de la décision, c'est que ça ne s'appliquera jamais. C'est que les considérations d'espionnage sont donc situées, si je peux dire, au-dessus de toute autre considération dans la hiérarchie applicable en quelque sorte, et ça vaudra éventuellement pour quiconque fera le même coup au Royaume-Uni qui se retrouvera aux États-Unis ou probablement ailleurs. Alors, une analyse qui est faite très, très rapidement après que la décision soit tombée, mais qui nous permet quand même d'avoir un éclairage fort intéressant et fort utile sur cette situation qui concerne Julian Assange. Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel, merci beaucoup pour votre éclairage sur la situation. C'est un plaisir. À bientôt. Merci, au revoir.